Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Cheikh Boukadri Traoré qui est président d'un mouvement, le CAIR. Mais il ne faut pas confondre avec l'organisation caritative. CAIR ici, c'est Convergence africaine pour le renouveau. Tout à fait. Bonjour M. Traoré. Bonjour Louis. Vous êtes en train de préparer un congrès et il se tiendra à Bamako, si je ne me trompe pas, pour votre parti, en prévision de la présidentielle de 2012 à Bamako. Tout à fait. Quelles sont vos chances aujourd'hui de postuler et surtout de devenir président du Mali? Et avant de parler de la candidature de Cheikh Traoré, je pense qu'il faut parler d'abord de la rentrée politique à Kouroukanfouga. Et après Kouroukanfouga, nous allons passer au congrès constitutif du parti. Et pour le moment, tout notre focus est sur Kouroukanfouga et puis le congrès constitutif. Enfin, qui est quand même un site de l'UNESCO. Il fait partie du patrimoine universel aujourd'hui. Tout à fait. Parlons-en, puisque tous les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Kouroukanfouga, c'est le lieu où les leaders du Mali, en 1235, se sont réunis pour parler de politique de gouvernance et établir une charte pour gérer l'empire du Mali. Et pour nous, ces événements ont marqué la naissance de l'idéal africain. Donc nous voulons aller à Kouroukanfouga pour faire une nouvelle déclaration qui marquera la renaissance de l'idéal africain. Parce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'idéal africain, il a disparu ou il est flouté par... Tout à fait, lui. Parce que si vous voyez, depuis les indépendances, les pays africains n'ont opté que pour des politiques de gouvernance copiées, soit en Europe de l'Est ou bien en Europe de l'Ouest. Alors, nous avons dit que... C'est le temps de la guerre froide, là. Exactement. Puisque les indépendants sont survenus dans ce contexte-là, celui de la guerre froide, et que ça a marqué le début des pays africains. Des pays africains. Oui. Et vers les années 90, on a parlé de démocratisation, et tous les pays africains se sont jetés dessus. Mais ce que nous avons constaté depuis 1960 jusqu'à nos jours, on n'a fait que copier les politiques de gouvernance venant de l'Europe. Alors que nous avons toujours dit que les politiques de gouvernance en France trouvent leurs racines dans la culture française. Nous avons dit qu'il est temps, il est grand temps que nous puissions adapter ces politiques de gouvernance à nos valeurs et à notre culture. Mais on copie ce qui marche. En France également, ils ont copié sur le modèle grec, la démocratie. Mais ils l'ont adapté à leurs valeurs. Je vous donne l'exemple des États-Unis, qui, ce n'est que 12 ans à peu près après la guerre d'indépendance qu'ils ont opté pour une constitution. C'est copié sur la constitution française, mais adapté aux valeurs des trappeurs. Le Japon impérial après la Deuxième Guerre mondiale a décidé d'aller vers une démocratie pluraliste. Mais aujourd'hui, quand on parle du Japon, on voit d'abord la culture japonaise. Même la Chine communiste est gérée à travers les éléments de la culture chinoise. Donc c'est ce que nous demandons. Nos pays, surtout un pays comme le Mali, est une nation à cause des composantes de notre culture. Donc aujourd'hui, pour vous, il faut retourner à ce qui a fait la puissance de l'Empire mandingue dans les années 1200 à peu près. Bon, nous ne disons pas retourner. Ce que nous voulons faire, c'est faire des parallèles entre ce qui s'est passé en 1235 et notre vie d'aujourd'hui, la vie moderne. Nous voulons prendre des éléments qui nous ont unis depuis l'empire du Ouagadou, connu sous l'empire du Ghana, jusqu'aujourd'hui, qui ont fait que, je m'excuse, qui ont fait que le Mali est une nation, qu'on appelle la nation malienne. Ça, c'est les éléments de notre culture. Ce que nous voulons, c'est prendre ces éléments, les insérer dans nos politiques de gouvernance, afin qu'on puisse mieux vivre ensemble, mieux aborder nos problèmes politiques et sociaux, et afin de bâtir des institutions solides dans notre pays. Sur le plan démocratique, le Mali est considéré comme l'un des exemples, à la fois en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon plus générale francophone. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que déjà ces éléments sont suffisamment utilisés dans le dialogue politique sur place? Vous savez, la constitution du Mali n'est autre que la constitution de la Ve République française. Combien de Maliens comprennent
les politiques de gouvernance au Mali. Si vous prenez une pauvre femme qui cultive, qui fait la culture de l'oignon dans les falaises de Bandiagara et qui paye ses impôts, et que demain, son mari a un incident, on l'amène devant un juge, le juge va lui dire que nul n'est supposé ignorer la loi. Mais pourtant, est-ce que ce monsieur comprend vraiment les politiques de gouvernance du Mali? Ça veut dire que cette démocratie est sans, ça s'est fait sans le peuple malien, à plus de 90%. Mais là, c'est peut-être un problème d'analphabétisme, davantage qu'un problème d'adaptation de la démocratie à la société malienne. Une très bonne question, lui. Ceux qui ont instauré la charte de Kouroukanfoua n'ont jamais été à l'école européenne, n'ont jamais été à l'école moderne. Pourtant, avec cette charte, ils ont géré l'empire du Mali et continué jusqu'à l'empire Songoï et après le royaume. Personne ne peut me faire croire qu'un mécanicien malien ne peut comprendre les politiques de gouvernance au Mali parce qu'il n'a pas été à l'école. Pourtant, c'est ce mécanicien qui répare nos mobylettes, nos motos et nos voitures. À 90%, ils ne sont pas comment s'appelle, illettrés. Mais à contrario, on pourrait vous répondre que si les empires de 1235 et autres sont tombés, c'est peut-être que le modèle n'était pas si bon que cela. Vous savez, comme vous le dites, les grandes puissances naissent et on voit le déclin, il y a un cycle. Oui. Et l'empire du Mali, tout le monde, même aux États-Unis, on enseigne l'histoire du Mali à l'école fondamentale. Ça veut dire qu'on apprécie. Il est temps que nous-mêmes, Africains, qu'on apprécie ce que nous avons comme atout. Quand on parle de la France, on parle du savoir-faire français. C'est vrai que l'université de Tombouctou fait partie des premières universités. Les Européens se sont inspirés de la charte de Kouroukanfoua pour faire leur constitution. La constitution, elle est malienne, c'est ce que je dis aux gens. Elle est malienne. Ça a réussi pour eux parce qu'ils ont adapté ces politiques de gouvernance à leurs valeurs. Qu'est-ce qui les unit? C'est tout ce que nous demandons. Ce que nous voulons, c'est qu'on prenne des éléments, des composantes de notre culture et bâtir nos nations avec. Si aujourd'hui ça ne marche pas, si aujourd'hui 90% des Maliens n'ont pas accès à la santé, si aujourd'hui on parle de problème d'école au Mali, si aujourd'hui on dit qu'il y a un problème de sécurité au Mali, tout le monde crie qu'il faut un état de droit, une justice sociale. C'est parce que jusqu'à présent, nous avons laissé 90% des Maliens derrière nous. On ne peut pas bâtir une nation sans les citoyens. Mais au-delà maintenant de ce passé, de cet héritage que vous réclamez, quels sont les éléments concrets aujourd'hui que vous pouvez donner qui ont pris sur la vie quotidienne des Maliens pour pouvoir l'améliorer? Et regardez tout autour du Mali. Il y a des conflits partout. Au Mali, nous n'avons jamais connu cela. Même au nord, je dis toujours au nord, les petits problèmes qui sont au nord ont été provoqués par d'autres pays, mais nous arrivons à les résoudre. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, nous avons décidé d'avoir un destin commun depuis l'empire de Ouagadougou. Et c'est les composantes de notre culture, telles que je peux parler de Sanankouya, qui fait que, qui est le cousinage, qui fait qu'à chaque fois que tu te lèves pour combattre quelqu'un, tu essaies de savoir d'où vient cette personne. Et pendant le congrès, pour revenir à l'actualité, puisqu'il nous reste moins de 2 minutes avant de terminer l'émission, quelles sont aujourd'hui les grandes attentes que vous avez vis-à-vis des Maliens dans la perspective de ce congrès que vous organisez? Ben, les grandes attentes, c'est quoi? Les Maliens demandent un état de droit et une justice sociale. Aujourd'hui, il y a un grand problème au Mali en ce qui concerne l'école. Les Maliens veulent une remise à niveau de l'école malienne. Aujourd'hui, il y a un problème de santé au Mali. Les Maliens veulent une démocratisation de la santé au Mali. Aujourd'hui, les Maliens ont compris qu'on ne peut pas développer un pays sans la démocratisation du capital
et l'accès à la propriété. C'est ce que nous voulons apporter aux Maliens. Et tout cela ne peut pas aller sans une mécanisation de l'agriculture au Mali. Il faut dégager des politiques. J'ai toujours dit que notre génération n'a plus le droit de faire des discours de politiciens. Nous devons proposer des solutions solides, concrètes, et montrer aux gens comment nous pouvons implémenter ces solutions. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous ne devons pas être dans la politique. Oui, parce que les solutions, ce sont des idées. Après, il faut pouvoir les financer. Exactement. Moi, c'est ce que je dis. Comment vous vous y prenez pour financer déjà? Vous savez, je dis toujours aux gens, le Mali est plus riche que la première économie européenne. Ça, c'est l'Allemagne, en ressources naturelles. Le Mali est plus riche que la première économie asiatique, qui est le Japon. Le grand problème du Mali, c'est une question de gestion de ressources naturelles et gestion de ressources humaines. Et le Mali est le premier producteur d'or. Pourtant, le Mali n'a pas de raffinerie pour quantifier l'or que nous exploitons. Le Mali est le premier producteur de coton aujourd'hui en Afrique. Cela dit, vous aurez peut-être un handicap dans cette course, c'est que vous êtes un fils d'eux, comme la plupart. Vous voyez au Sénégal le rejet qu'il y a par rapport à Karim Wade. Bon, et les choses sont différentes. Et c'est très très difficile pour moi de parler de moi. Vous n'êtes peut-être pas le fils d'Amadou Toumani Touré, mais... Moi, je suis le fils de mon père. Je dis toujours aux gens que je suis très fier d'être le fils de Moussa Traoré. Il se trouve que nos politiques sont très différentes. Et ça, c'est normal. Et nous disons aux gens, et jugez-nous à travers nos mots et nos actions. Parce que c'est ce qui est sur notre cœur. Seul Dieu sait cela. Et nous avons, je pense, démontré aux Maliens, jusque-là, de quoi nous sommes capables à travers notre Dantigani Barrow, la concertation et la conversation avec les Maliens. Chaque jour, les gens nous disent, pour les autres c'est la politique, pour vous c'est la vérité. Et sur le plan maintenant diplomatique, qu'est-ce qui fera la différence entre les autres candidats et vous? Vous vivez aux États-Unis, vous êtes de passage en France, vous postulez pour être à la magistrature suprême du Mali. Où est-ce que vous mettrez le curseur au niveau des partenariats? Je vis au Mali aussi et nous, ce que nous avons dit qu'il faut une diplomatie pertinente et ultramoderne. Et la diplomatie doit être centrée autour de l'économie aujourd'hui. Parce que la diplomatie n'est plus politique, elle est économique. Il faut que les diplomates qu'on envoie à l'extérieur pour représenter le Mali puissent proposer des solutions solides pour les problèmes du Mali, oui, au lieu de laisser toujours les institutions de développement nous proposer des solutions. Merci beaucoup, Cheikh Boukadi Traoré. Je rappelle que vous étiez notre invité. Vous êtes le président de la Convergence africaine pour le renouveau, le CAR, et vous préparez un congrès qui va se tenir à Bamako dans quelques semaines. Merci encore d'être venu. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.